Je suis Simon Ducatet, je vais vous présenter ici un projet qui vise à étudier l'impact des fourmis folles jaunes sur l'atoll de Tetiaroa et à les éradiquer. Donc, je suis chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement au sein de l'UMR EIO et je vous présente donc ce projet qui a été cofinancé à la fois par la SFE, la Société française d'écologie, également par une bourse de stage de l'UPF en 2022 et enfin et surtout par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui finance donc le projet d'éradication et qui est donc un projet mené intégralement en collaboration avec la Tetiaroa Society et avec la délégation à la recherche de la Polynésie française. La fourmi folle jaune, c'est une espèce exotique envahissante. C'est partie des 5 espèces, c'est reconnu comme l'une des 5 espèces de fourmis envahissantes aux impacts les plus forts. Vous la voyez ici en numéro 3. Sur ces 5 espèces les plus envahissantes au monde, on en a 3 qui ont été détectées en Polynésie. Et la fourmi folle jaune que vous voyez ici au milieu a été détectée dans l'ensemble des archipels polynésiens et notamment à Tetiaroa, donc au nord, cet atoll au nord de Tahiti, avec des abondances qui sont très variables dans le temps. On a des pics d'abondance parfois très importants, on a eu un notamment en 2018, et on a d'autres périodes, notamment l'an dernier, où les abondances sont beaucoup plus faibles, avec donc des variations importantes potentiellement dans l'impact de cette espèce sur la faune. Juste pour information ici, je mentionne ici le Pacific Invasive Ants Toolkit, qui est un outil disponible en ligne et qui a été développé donc par des collègues néo-zélandais, auxquels participent des collègues d'un peu partout dans le Pacifique, et qui donnent des conseils sur comment donc se débarrasser de ces fourmis et comment étudier leurs impacts, comment essayer de contrôler, voire éradiquer leur population. Donc la fourmi folle jaune, c'est une espèce qui a toutes les caractéristiques d'une fourmi envahissante, une espèce qui est polygyne, donc il y a plusieurs reines dans une colonie, il faut vraiment réussir à éliminer l'ensemble de ces reines pour éliminer une colonie, ce qui est un défi important. C'est une espèce qui forme des super colonies, donc alors que chez certaines espèces, différentes colonies vont s'agresser entre elles, se faire littéralement la guerre. Chez la fourmi folle jaune, il n'y a pas d'agression entre colonies proches, et au contraire, on peut avoir des réseaux de colonies bien connectés, ce qui permet à cette espèce d'atteindre des densités très fortes et de coloniser également de nouvelles zones assez rapidement. Ensuite, c'est une espèce qui a des relations mutualistes avec des insectes ravageurs, donc avec d'autres espèces envahissantes, notamment de cochenilles, de pucerons. Et donc, ils vont élever ces cochenilles, ces pucerons, pour pouvoir les traire, récupérer le miella produit par les pucerons. Et donc, ils vont installer ces pucerons, ces cochenilles, à des endroits stratégiques, donc sur certains arbres, certaines feuilles, à certains endroits sur certaines plantes, pour pouvoir prélever ce miella. Et donc, plus il y a de fourmis, plus on retrouve de ces insectes ravageurs, et plus il y a d'insectes ravageurs, plus il y a de fourmis. C'est vraiment un cercle vicieux, avec des conséquences également donc, sur la végétation de manière indirecte, via l'effet sur ces ravageurs. Donc plus directement, la fourmi folle jaune a des impacts très importants également sur la faune, des impacts directs. Donc c'est une fourmi qui ne pique pas, c'est une fourmi qui asperge d'acide formique à peu près tout ce qui est sur son passage, pas nécessairement pour prédater, mais plus pour protéger son territoire, pour protéger les ressources disponibles sur son territoire. Donc vous voyez ici à droite l'exemple du puffin fouquet, qui est donc une espèce de puffin qu'on retrouve notamment à Hawaï. Et ici vous voyez des poussins qui ont grandi dans des zones infectées par cette espèce de fourmi. Et donc, à force d'être aspergés d'acide formique, ils subissent donc des malformations au niveau du bec, des yeux, au niveau des pattes également, et vont éventuellement ne pas aboutir, ne pas terminer leur croissance. Et les adultes, éventuellement, vont également abandonner ces zones colonisées par les fourmis où ils n'arrivent pas à élever de jeunes. Donc, c'est une perte d'habitat importante pour ces espèces. La fourmi folle jaune va également avoir un impact fort sur certaines espèces de crabes. Vous voyez ici à gauche ces impacts sur les crabes rouges de l'île de Christmas, donc c'est un peu les tupas de l'île Christmas, où il a été démontré qu'à peu près 40% de la population de crabes rouges de l'île Christmas a été anéantie par la fourmi folle jaune, donc un effet très important, avec des conséquences également sur le fonctionnement de ces écosystèmes, parce que les crabes jouent vraiment un rôle très important dans les écosystèmes insulaires. Et donc malheureusement, c'est une espèce qu'on retrouve également à Tetiaroa. Tetiaroa, qui est cet atoll qui est notamment connu pour l'hôtel Le Brando. Donc le Brando qui occupe un des 12 motus de l'atoll, qui est également en charge de la gestion d'un deuxième motu. Ensuite, vous avez donc 10 motus, y compris les plus grands, qui sont administrés par la Tetiaroa Society, donc une association qui a pour mission la conservation de la nature et de l'héritage culturel de Tetiaroa. Et donc la nature à Tetiaroa sont notamment donc les crabes et les oiseaux de mer, donc deux groupes clés au sein de ces écosystèmes terrestres
où on a d'une part les oiseaux de mer qui viennent fertiliser ces écosystèmes autrement très pauvres en apportant donc leur guano par leur fiente, et donc les crabes qui jouent à peu près tous les rôles possibles et imaginables en termes de prédation, de décomposition de la matière, de charognard, de dispersion des fruits et des graines. Et donc l'objectif de la Tetiaroa est vraiment de rétablir les populations de ces différents groupes importants pour revenir à un état de l'atoll proche de l'état naturel préoccupation humaine. Pour aboutir à pour aller vers cet objectif, la Tetiaroa a mené différents projets de conservation, notamment un projet d'éradication des rats qui a eu lieu encore récemment, une éradication à l'échelle de l'atoll au mois de juillet, et également donc un projet, une autre étape dans cette restauration, c'est l'éradication, l'élimination des fourmis folles jaunes. Mais avant de se lancer donc dans ce projet d'éradication, on a voulu donc étudier l'impact des fourmis pour vraiment comprendre quel était leur impact et déterminer l'importance de traiter l'atoll contre cette espèce. Et l'objectif ici de ce projet dans l'ensemble, grâce au financement à la fois de l'OFB et de la SFE, est de suivre les effets de l'éradication à court, moyen et long terme, et d'utiliser donc Tetiaroa comme un site de référence pour développer et étudier l'effet des méthodes de lutte contre ces fourmis en Polynésie française. L'objectif n'est pas juste de comprendre l'effet des fourmis et de voir ce qui se passe quand on enlève les fourmis, mais également de comprendre l'effet du traitement en lui-même, donc dépendre de l'insecticide contre les fourmis. L'étude d'impact a été faite grâce à une étudiante du master de l'université, donc à Milena Philippe, qu'on a depuis embauchée comme technicienne pour continuer le projet, donc tout le volet éradication du projet. Garder en tête, c'est que lorsque Milena a mis en place cette étude d'impact, les abondances de fourmis étaient très faibles, donc on s'attendait à ce qu'elles aient un impact relativement mineur, sinon pas d'impact du tout, mais donc elle a mesuré les impacts sur les crabes et sur les oiseaux. Mais gardez en tête cette idée qu'on était à une période où on avait une densité de fourmis relativement faible. Donc malgré cette faible abondance de fourmis, Milena a détecté un impact important des fourmis à la fois sur les crabes et sur les oiseaux. Donc comment est-ce qu'elle a mesuré ça? Elle a simplement sélectionné donc des sites tout autour de l'atoll, dans des zones colonisées ou non par les fourmis. Et au sein de chacun de ces sites, je ne rentre pas ici dans les détails, mais donc elle a mesuré l'activité des fourmis pour avoir une estimation d'abondance de fourmis. Donc comment on fait ça? On compte le nombre de fourmis qui traversent une petite carte en papier blanc de 10 cm sur 10 pendant 30 secondes, et on en fait plusieurs comptages au sein des mêmes sites pour pouvoir avoir une moyenne d'activité de fourmis sur ces sites. Et elle a relié donc les activités de fourmis, pour transformer ça en une estimation d'abondance de fourmis, à l'activité des crabes, et elle a pu démontrer notamment un effet négatif sur le Bernard l'ermite fraise, qui est vraiment un Bernard l'ermite très important dans ces atolls, présent en quantité très importante, et elle a constaté donc que plus il y a de fourmis, moins il y a de Bernard l'ermite, donc un effet négatif direct des fourmis sur les Bernard l'ermite. Ensuite, elle a également noté que les nodis évitent de nicher dans les zones envahies par les fourmis. Vous voyez ici une carte de Tetiaroa qui représente à peu près les zones en jaune où on a détecté des fourmis folles jaunes. Donc ça, c'était avant la cartographie détaillée, hein, mais vous voyez ici à Aillé le motu qui est au milieu à droite, qui est vraiment le motu où Milena a travaillé le plus, qui est un motu qui est intégralement envahi par les fourmis. Il y a des zones avec plus ou moins de fourmis. Elle a constaté que les nodis sélectionnent les zones où il y a le moins de fourmis et nichent dans ces zones-là. Donc il y a vraiment des zones entières de ces îlots qui sont plus disponibles pour la nidification des nodis à cause de la présence des fourmis, même si les fourmis sont là à une abondance relativement faible. Par contre, ce que n'a pas détecté Milena, c'est un effet des fourmis et de l'abondance de fourmis sur le succès de reproduction, et en particulier sur le succès d'éclosion des nodis. Donc la probabilité qu'un œuf éclose ou qu'un poussin s'en sorte n'était pas liée à la quantité de fourmis présentes. Et on pense que c'est lié à deux choses. D'une part, au fait que les nodis ne nichant pas là où il y a beaucoup de fourmis, les effets des fourmis sont relativement mineurs là où ils nichent. Et ensuite, là où il y a quand même beaucoup de fourmis et où les nodis se retrouvent à nicher, on a moins de Bernard l'ermite qui sont des prédateurs des œufs et des poussins. Donc, potentiellement, ça compense un peu l'effet des fourmis. Contre, ce qu'on a observé sur le terrain, uniquement dans les zones où les fourmis sont présentes, sont quelques poussins mal formés, présentant les malformations typiques de poussins affectés donc, par les fourmis folles jaunes, similaires à ce qu'on avait vu donc, sur les poussins de Puffin Fouquet à Hawaï, que je vous montrais au début. Donc on a malgré tout un effet qui est relativement mineur et statistiquement qui ne ressort pas hein, à l'échelle de ce qu'on a mesuré, mais qu'on observe quand même. Donc il y a bien un effet sur les poussins.
même si l'effet majeur reste un effet d'exclusion des nodis dans les zones où il y a beaucoup de fourmis. Donc fort de ces résultats, on était bien sûr convaincus, sachant que même à faible densité, on a un effet important des fourmis sur à la fois les oiseaux et les crabes, donc deux composants clés de ces écosystèmes. On était convaincus de la nécessité d'éliminer cette espèce pour pouvoir vraiment restaurer l'atoll et rétablir un fonctionnement des écosystèmes terrestres correct. Donc la première étape dans ce projet d'éradication, ça a été de cartographier précisément les fourmis, savoir exactement où elles sont, savoir quelles zones il faut traiter, pour éviter de traiter des zones où il n'y a pas de fourmis, tout simplement, et éviter le maximum les impacts secondaires qu'on espère le minimiser. Et donc cette cartographie a été terminée très récemment par Milena, qui a donc été payée grâce, qu'on a pu envoyer donc sur le terrain grâce à ce financement de l'OFB. Et donc on a ensuite pris contact notamment avec la SOCMANU, qui a de l'expérience déjà dans le traitement de ce type de fourmis en Polynésie. Malheureusement, les traitements classiques qui sont à base d'un appât à base de protéines ne fonctionnent pas avec les fourmis de Tetiaroa, elles ne sont pas attirées par ces appâts protéiques. Et donc on s'est tourné vers une autre méthode, après avoir pris contact donc, avec des collègues à la fois en Nouvelle-Zélande, en Australie et puis donc à Hawaï. Et on s'est lancé dans l'utilisation de cristaux d'hydrogel, donc ces petits cristaux qui sont utilisés beaucoup en jardinage pour hydrater les plantes, les maintenir hydratées, et qu'on peut donc imbiber d'eau sucrée avec du fipronil, donc notre agent actif. Et vous voyez ici contempler les 2 bouteilles de fipronil qui vont être utilisées, donc un peu moins de ces deux, à peu près 1,5 bouteille pour traiter l'ensemble de l'atoll de Tetiaroa. On a fait un premier traitement de test sur l'îlot de Haie, ici à droite, donc au mois de novembre, d'abord parce que c'est un îlot qui est relativement petit, et ça nous a permis de voir si ça fonctionnait ou pas, à une échelle relativement faible, relativement petite, et puis également ça nous a permis de traiter en priorité un îlot où les objectifs de conservation sont importants. On a des nodis qui nichent au sol, il y a beaucoup de crabes également, donc l'objectif était de traiter cet îlot le plus vite possible avant que les fourmis aient un impact encore plus fort. 2 semaines après le traitement, on a réalisé qu'en effet, le traitement avait très très bien marché. Les fourmis se sont, excusez-moi du terme, mais cassé la gueule de manière très impressionnante. On a une diminution de plus de 99,5% de l'abondance de fourmis suite au traitement, et ça en moins de 2 semaines après le traitement. On attend aujourd'hui donc la suite des suivis qui sont effectués en ce moment même pour voir vraiment les conséquences sur le long terme, mais ce sont vraiment des traitements qui se font à long terme. Il y a plusieurs traitements prévus avant qu'on puisse vraiment crier victoire. Ce qu'on a pu constater également, c'est que pour l'instant, l'impact sur les crabes, en tout cas l'impact visible sur les crabes, était relativement mineur. Il n'y a que 2 espèces très terrestres qui ont a priori été impactées, pour lesquelles on a pu observer de la mortalité directement. Le traitement du motu de Honetahi, où est situé l'hôtel, a lieu, et Milena est en train de traiter aujourd'hui même. On a profité notamment de la fermeture de l'hôtel début février pour traiter les zones qui sont utilisées donc, par les clients de l'hôtel. Et donc à terme, l'objectif ici est de prolonger le suivi de l'éradication, des conséquences de l'éradication sur les populations de crabes terrestres et d'oiseaux marins, faisant notamment des suivis sur la reproduction de 2 espèces. Mais il y a également donc, toute une série de suivis de transects de végétation qui sont conduits notamment par Jean-Yves Meyer de la délégation à la recherche et puis par le laboratoire de James Russell de l'université d'Auckland sur les insectes. Et on a également donc, une équipe de l'UPF qui essaye de tracer un peu les cristaux d'hydrogel à la fois au milieu terrestre et dans le lagon. Et je vous remercie de votre attention. C'est vraiment un projet qui a pour vocation d'être diffusé pour souligner un peu les différents impacts et les différents tests méthodologiques qu'on aurait effectués ici, et pour pouvoir l'utiliser à plus grande échelle en Polynésie où cette espèce est problématique. Je remercie l'ensemble des partenaires de ce projet, l'ensemble des participants, et en particulier nos financeurs. Et je vous remercie de votre attention.